Et pour cette première séquence consacrée au marché financier, on a le plaisir de retrouver Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Avec un euro très en forme. En effet, on s'était vu au début de l'année à l'occasion. À chaque fois, on visait la parité et finalement, on a été pris à contre-pied une fois de plus. Enfin, c'est pas nouveau, hein, mais ça continue. C'est le principe des marchés. C'est ça qui fait son charme. Voilà. On le dit en même temps. On était au début de l'année sur les niveaux de 1,05. C'est pour ça qu'on parlait d'atteindre éventuellement la parité. C'était le sens en tout cas. C'était le sens de l'histoire. Et c'est l'inverse qui s'est produit puisque depuis, on a atteint les 1,21. On est aujourd'hui sur les niveaux de 1,20. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, l'euro s'est repris de 13%. Par rapport au dollar, hein, toujours. Bon, vous le savez, et ça c'est l'intérêt de l'image. Vous nous avez apporté un graphique, on va le voir, c'est encore plus parlant. Alors bon, là ça ne marche pas en podcast, mais on va, pour ceux qui le regardent en vidéo, vous allez voir ce graphique qui est en effet parlant. Vous voyez qu'il y avait une descente, on passait de 1,12 en septembre 2016 à ces 1,4 dont vous nous parlez, et puis là, grosse accélération. Alors, quelles sont les explications de cette hausse ? Alors, tout d'abord, ça traduit quand même, c'est un thermomètre, hein, la devise, ça traduit le fait que la zone euro va mieux. Il y a un an, en novembre 2016, la Commission européenne donnait ses estimations, ses prévisions de croissance pour la zone euro. Elle s'attendait à 1,5% de croissance. Là, on est sur un trend de 2% de croissance. Donc, c'est quand même nettement mieux. Il y a une accélération de la croissance, un renforcement de la reprise économique dans la zone euro. Comment ça s'explique ? Ça s'explique par différents paramètres. D'abord, les pays qui étaient fragilisés vont mieux. Vous vous rappelez, quelques années en arrière, des pays qui avaient connu de grandes difficultés financières pendant la crise des dettes souveraines de la zone euro. Les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, tous ces pays vont mieux aujourd'hui. Qui ont fait des réformes ? Ils ont fait des réformes. Et le Portugal, par exemple, hier, on a eu une bonne nouvelle puisque Standard & Poor's a relevé la note du Portugal et redevient dans la catégorie non spéculative. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'endettement du Portugal. Pour l'Espagne, l'Italie, vous savez qu'on en a beaucoup parlé en 2016. Ce qui plombait notamment en fait, ces pays-là, c'est un système bancaire fragilisé qui empêchait en fait de soutenir la croissance. C'est encore plus vrai en Italie qu'en Espagne. Et cet été, en juin, juillet, en fait, il y a eu des bonnes nouvelles puisqu'ils ont enfin réussi à apporter des solutions pour aider des banques en grande difficulté financière. Est-ce qu'il y a un facteur politique aussi ? On sait qu'on est dans une année électorale riche en Europe. Oui, en fait, c'est vrai et on le voit un peu sur le graphique, hein, depuis, on va revoir le graphique, oui. le Brexit, depuis le vote sur le Brexit, le référendum sur le Brexit, il y a une montée du populisme dans l'Union européenne, au-delà de la zone euro, et qui avait fragilisé probablement la devise. Depuis, les choses se sont un petit peu normalisées, sont clarifiées en tout cas. L'Union européenne va voir partir le Royaume-Uni. Et puis, ceux qui restent se renforcent. En fait, l'Union européenne donne l'impression de se renforcer en fait, avec les membres qui restent au sein de l'Union. Il y a un troisième sommet à ce triangle, c'est les banques centrales qui jouent toujours un rôle important. Là, est-ce que leur action aussi a été efficace ? Oui, je dirais qu'en fait, les actions des banques centrales ont un peu accompagné le phénomène. Et plus que les actions, c'est le discours des banques centrales qui a accompagné le phénomène. Il n'y a pas eu beaucoup de changements des actions, des mesures prises de politique monétaire, mais c'est le ton employé par les banquiers centraux. Et en quoi il a changé ce ton ? Qui a un peu changé. Alors justement, Mario Draghi, je pense que c'est surtout lui qui a surpris plus que Janet Yellen lorsqu'il a vu que la croissance repartait comme ça dans la zone euro. Il s'est dit en fait qu'on allait devoir sortir du quantitative easing et peut-être qu'il était aidé en cela par certains amis allemands qui sont très attachés à une politique orthodoxe, vous le savez. Oui. Il s'est dit qu'on allait devoir sortir du quantitative easing un peu plus tôt que prévu. Et donc, il y a des annonces qui devraient être faites à l'automne sur la sortie progressive du quantitative easing. Et en même temps, ce dynamisme, cette force de l'euro ne lui simplifie pas la vie, Mario Draghi, le patron de la BCE. Non, c'est le paradoxe, en fait. Les choses vont très, très vite et je pense que lui-même a parlé un peu vite. Peut-être qu'il n'a pas senti qu'il y aurait un tel impact sur les marchés. On le voit encore une fois sur la courbe, qui est l'ascension de l'euro est quand même très forte, 13%, très rapide. Vous le rappeliez depuis le début de l'année. 13%, et ça s'est fait en beaucoup. fait entre avril et août. Donc c'est quand même en quelques mois sur des devises aussi fortes, aussi importantes que ça. C'est une tendance qui est très marquée. On parle de la force de l'euro, mais s'il y a aussi un revers à cette médaille, c'est la faiblesse du dollar, et ça explique aussi cela.
Ah oui, probablement, c'est vrai que c'est pas un actif en absolu, en fait. C'est toujours en relatif qu'il faut regarder les devises. En face, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a exactement l'effet inverse. Il y a Trump qui est arrivé au pouvoir en novembre et qui avait beaucoup promis. Les marchés avaient beaucoup misé, en fait, sur Trump. Alors, sur le plan de politique intérieure, les choses se dégradent. L'été a été catastrophique pour la politique intérieure américaine et je pense vraiment que le dollar pâtit de la politique intérieure, beaucoup plus d'ailleurs que des problèmes géopolitiques avec la Corée du Nord. Je pense que le dollar est moins fragilisé par ça, mais beaucoup plus en fait par un risque que le Congrès américain soit inopérant, qui ne trouve pas de consensus avec les républicains, alors qu'il a la majorité avec eux. Une paralysie politique Une paralysie serait politique, dommageable en effet ouais, en termes tout à de fait. réforme. La croissance américaine est un peu décevante. C'est l'inverse de ce que je disais. On prévoyait une croissance de 2,3 pour 2017. Elle va être légèrement plus basse à 2,1%. Vos scénarios, quels sont-ils pour la suite? Est-ce que l'euro va continuer à s'envoler ou est-ce qu'on va revenir sur des niveaux plus classiques? Alors, je pense qu'en fait, Mario Draghi va quand même devoir tempérer un petit peu son discours, y aller moins vite. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier le critère numéro 1 des banques centrales, c'est quand même l'inflation. Et l'inflation dans la zone euro est de 1,3%. Elle tarde à repartir. Très en dessous des deux. Elle est très en dessous de son objectif qui est de 2%, légèrement en dessous de 2%. On n'y est pas. Et on voit qu'il n'y a rien qui accélère au niveau de l'inflation. La Banque centrale américaine, elle, a un peu plus la pression parce que l'inflation est à 1,9. Si on retire les éléments type énergie et aliments, elle est à 1,7. Elle se rapproche beaucoup plus des 2% qu'en zone euro. Donc une sortie trop rapide ou un discours trop agressif de sortie du quantitative easing risquerait de tuer dans l'œuf cette petite inflation, d'éteindre cette flamme. Ah oui, c'est un impact négatif sur l'inflation. Hein. Ça crée même de la déflation. C'est la déflation importée. Lorsque l'euro monte, l'inflation baisse. Et ça, c'est le contraire de ce que veut Mario Draghi. C'est un impact négatif sur la croissance. C'est beaucoup trop tôt, en fait, pour que l'inflation remonte sur ces niveaux-là. Et si je vous demande un pronostic, on tend plutôt vers 1,25 ou 1,15? Moi, je pense qu'on va plutôt revenir quand même sur les 1,15 dans les mois qui viennent. Avec un impact qui serait positif pour les bourses. Alors oui, il y a des conséquences sur les bourses, parce qu'en effet, c'est ce qui intéresse aussi ceux qui nous regardent. Bien sûr. S'il y a peut-être des gens qui investissent directement sur les devises, qu'est-ce que ça fait sur les marchés financiers? Ce qu'on voit, c'est que si vous prenez le CAC 40, par exemple, on est à quelques pourcents en dessous des plus hauts historiques. Et ce qui explique ça, alors que les bonnes nouvelles sont là, sur les plans oui, on patine depuis quelques mois, depuis justement que l'euro est reparti à la hausse. C'est bien l'euro, en fait, qui pénalise la hausse des marchés actions. Donc si l'euro revenait sur les 1,15, ça devrait permettre au CAC 40 de rebondir, de revenir au moins sur le plus haut historique, voire même de dépasser, de revenir peut-être sur les 5500 points d'ici la fin d'année. Donc vous restez confiant sur les actions européennes. On sait que ce sont vos chouchous actuellement en termes de placement. Toujours, oui. On voit que les chiffres sont là, les faits sont là. Je sais que ça ne fait pas plaisir à ceux qui prévoient toujours la fin du monde, mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est une accélération de la reprise en zone euro. Un euro qui pourrait revenir, corriger un petit peu les excès et favoriser la reprise des marchés actions européens. Merci beaucoup Jonathan pour ce point sur les marchés financiers et cette analyse globale. On se retrouve dans un mois pour un nouveau point sur les investissements financiers. Avec plaisir. À bientôt.